Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour ce second épisode consacré à la réalisation d'un garde-corps. Parce que dans le premier épisode, je vous avais parlé du mien, je vous avais fait voir comment j'avais réalisé le garde-corps qui se trouve derrière moi. Vous avez d'ailleurs été des milliers à regarder cette vidéo, des centaines à me laisser des messages et je vous en remercie. Ça m'a vraiment touché, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir ce que vous m'avez dit. Donc merci encore. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous remets en haut à droite le lien vers cette vidéo qui détaillait vraiment les étapes de fabrication. Mais là, on va parler plutôt des étapes préalables à la fabrication, tout ce à quoi il faut penser, tout ce qu'il faut penser à acheter avant de se lancer dans un projet de garde-corps, notamment en métal. Alors, je me suis fait une petite liste avec 6 points principaux que je vais évoquer. Le premier, ça va être la préparation des supports, vous allez voir, ça va être très rapide. En deuxième, ça va être les différentes formes possibles de garde-corps et surtout la réglementation qui est applicable au garde-corps, car il y en a une. En 3, on va parler du choix des matériaux. En 4, l'outillage, la quincaillerie, etc. En 5, je vous expliquerai quel a été mon budget, combien ça m'a coûté à moi pour faire ce garde-corps qui fait quasiment 10 mètres de long. Et puis en 6, je vous prépare des erreurs que j'ai commises. C'est parti. Alors, bon, le premier point très rapide, c'est la préparation des supports. Vous vous en doutez, si vous avez l'intention d'installer un garde-corps, il va falloir au préalable, si vous fabriquez par exemple un plancher comme nous on l'a fait, ou si vous êtes en train de faire vos murs et qu'après vous aurez un garde-corps dessus, anticipez en mettant par exemple à l'arrière de vos cloisons des morceaux de bois qui vont vous permettre de tenir ensemble. Nous, on savait qu'on aurait un garde-corps sur le plancher bois que l'on a rajouté sur l'ourdi. Donc en fait, on a fait exprès sur tout le pourtour de mettre des lambourdes bien épaisses dans lesquelles après on pouvait mettre nos tire-fonds. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à anticiper. De la même façon, ça peut paraître d'une évidence totale, mais ce qu'il faut faire, c'est s'assurer autant que possible de la planéité de votre support. Donc par exemple, si vous fixez ça sur du béton, peut-être faire un agréage auparavant si vraiment vous voyez que vous avez des grosses déformations au niveau de la planéité. Ça voilà, c'était vraiment le premier point, très rapide, mais auquel il faut penser quand on fait un projet, donc quand on est en train de faire surtout de la rénovation ou de la construction, quand on n'a pas encore mis nos murs, nos sols, il faut penser à savoir où est-ce qu'on fixera, pour être sûr de ne pas juste fixer par exemple une rampe dans du BA13. Si d'ailleurs on peut avoir un morceau de bois bien épais derrière le BA13, c'est encore mieux. Premier point réalisé. Second point, la forme et la dimension. Alors, vous avez plusieurs possibilités, il y a 3 possibilités principales. La première, ça va être un garde-corps qui va être entièrement plein, c'est-à-dire que vous aurez du plexi, vous aurez de l'acier, peu importe, du bois, mais vous n'aurez pas de jour à travers. Bon, c'est plus sécuritaire, mais bon, quand on veut profiter de la lumière qui passe ou autre, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher. Seconde possibilité, ça va être d'avoir un garde-corps avec des morceaux horizontaux. Alors on peut avoir des morceaux horizontaux bien parallèles, mais aussi un petit peu en travers, décalés. Pas de problème. Là aussi, il y a une réglementation qui s'applique. Je ne la connais pas par cœur, donc si vous êtes intéressé, regardez. Mais il y a de l'espacement minimum entre les barreaux à respecter. De mémoire, il me semble qu'il y a une pièce qui est constituée en forme de carré, etc., qui ne doit pas pouvoir passer justement entre les barreaux. Donc assurez-vous de ça. La logique, elle est simple, c'est de se dire que si un jour, par exemple, il y a un enfant qui vient ici, qu'il ne puisse pas se coincer la tête ou passer à travers les barreaux. Troisième possibilité, ça va être le garde-corps avec des sections horizontales comme moi j'ai choisi. Mais là encore, et j'attire vraiment votre attention, il y a une réglementation qui s'applique. Alors, je ne la connais pas par cœur, donc là encore, c'est pas la peine de me demander dans les commentaires des précisions sur la réglementation. Bien sûr, elle ne s'applique pas forcément à votre cas de figure, la réglementation, souvent, c'est plutôt pour les établissements qui accueillent du public ou autre chose. Mais bon, c'est quand même bien de l'avoir en tête, et puis de se dire que si en général c'est conseillé pour les entreprises, pour les bâtiments publics, c'est peut-être parce qu'il y a des raisons, et qu'au niveau sécuritaire, c'est peut-être pas plus mal aussi d'adapter à son propre foyer. À titre d'exemple, on va parler un peu de ma vie privée. La forme et l'espacement a fait l'objet d'un débat à la maison, dans le sens où moi je me disais que voilà, je préférerais respecter la réglementation qui implique notamment une surface pleine ici, donc c'est celle qui est représentée par l'OSB. Et mon conjoint était plutôt de se dire, bon de toute façon les enfants ils n'ont pas à monter à l'étage, et puis s'il y a des copains qui viennent avec leurs enfants, on leur dira de ne pas monter à l'étage. Mais on sait très bien, vous et moi, par exemple, notamment des enfants, ça peut échapper à la vigilance des parents, ou admettons par exemple un jour on met notre maison en location, et bien s'il y a un enfant qui a un accident, ce sera votre responsabilité qui sera mise en avant parce que c'est vous qui avez réalisé le garde-corps. Donc quitte à le faire, autant le faire pour qu'il vous décharge de toute responsabilité dans 1 mois, 1 an ou 10 ans à venir. Alors pour vous synthétiser la réglementation qui est applicable au garde-corps dont les éléments sont à l'horizontale, il
Il faut partir du principe que sur les 45 premiers centimètres, il ne doit pas y avoir de possibilité d'escalade. En bas, on a le droit d'avoir un jour de 11 cm maximum, mais après, voilà, ça doit empêcher tout risque d'escalade. Pour les barreaux qui se trouvent au-dessus de ces 45 cm, on a droit à un espacement maximum de 18 cm, et si ce sont des filets en acier, c'est 14,5. Et bien sûr, du coup, comme je vous le disais, il faut que ce soit au-delà de... Enfin, il faut que ça fasse au moins 1 mètre. Si le plancher inférieur se trouve à moins d'1 mètre, la réglementation elle est beaucoup plus souple, mais dès lors que le risque de chute est supérieur à 1 mètre, c'est les préconisations qui doivent s'appliquer. Quand on parle de la forme et des dimensions, ça a vraiment une importance parce que dans la suite des événements, quand vous allez monter, quand vous allez fabriquer votre garde-corps, il faudra avoir en tête des contraintes de poids et de dimension. Parce que si dans mon cas de figure, j'avais tout fait en un seul morceau et que j'avais souhaité l'installer en un seul morceau, ça n'aurait pas été faisable parce qu'il y a des contraintes dans l'espace qui fait que tout ce morceau-là ne pouvait pas être déplacé ensemble. Donc il faut vraiment prévoir dans vos plans de fabrication le fait peut-être de faire divers éléments qui vont ensuite les uns aux autres être fixés. Mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, surtout si vous êtes seul comme moi, parce que le métal, le bois, ça pèse très rapidement lourd. Donc si vous avez du monde avec vous, tout de suite c'est moins contraignant, mais si vous êtes seul, ce sont vraiment des choses à réfléchir dès le début de votre projet, avant même de faire votre première découpe. Troisième partie, le choix des matériaux principaux. Alors, moi j'ai choisi le métal et le bois, mais vous avez énormément de possibilités. Vous pouvez par exemple prendre du plexiglas, vous pouvez prendre du bois massif, vous pouvez prendre du verre, vous pouvez prendre des filins, vous pouvez prendre des... Moi j'avais pensé, à la place de l'OSB au début, mettre des plaques d'acier ou des plaques d'alu perforées. C'est très joli, par contre le coût grimpe assez vite. Je vais vous mettre quelques exemples en capture d'écran, mais il y a des choses très sympas qui peuvent un petit peu varier en termes de garde-corps et donner une allure un peu particulière. Quand on parle de matériaux, on parle forcément argent et donc prix. Et là, j'insiste vraiment sur la nécessité de faire des devis auprès de plusieurs enseignes. En ce qui me concerne, j'ai passé plus de temps à faire des demandes de devis, à faire des relances et à attendre les devis qu'à réaliser mon garde-corps. Pour ce projet, je savais que j'allais avoir pas mal de métal à commander, mais pour moi ça paraît pas mal, mais pour les professionnels qui en vendent tous les jours, c'est une petite commande. Donc déjà, première chose, je me suis renseignée dans mon entourage pour savoir s'il y avait des gens qui avaient besoin aussi de faire des commandes de métal, histoire qu'on regroupe tout ça et qu'on ait une commande un peu plus sérieuse pour aussi avoir des tarifs un petit peu plus avantageux. Ensuite, j'ai pris la mer et j'ai regardé les revendeurs de métal autour de chez moi. Principalement, ils sont quand même à destination des professionnels. C'est pour ça que nous, on n'avait pas forcément de réponse en tant que particulier et qu'il a fallu les relancer et qu'on s'est retrouvé avec des tarifs qui n'étaient vraiment pas intéressants. Alors, bien sûr, il y a les grandes surfaces de bricolage. Si vous n'avez pas beaucoup en termes de grandeur de garde-corps à faire, ça peut être une solution. Mais pour vous donner une idée, en grande surface de bricolage, un morceau de 2 mètres, c'est le prix d'un morceau de 6 mètres que moi j'ai eu auprès d'un négociant. Donc ça vaut vraiment le coup de faire des demandes de devis, et surtout de faire des relances, parce que des fois quand on fait des demandes sur les sites internet ou juste par mail, ça ne répond pas, et on peut avoir des bonnes surprises quand on fait des relances et qu'on reçoit finalement le devis. Pour la commande que j'avais à faire avec mon frangin, les premiers devis qui nous sont arrivés étaient à hauteur de 1 500 €. Et finalement, celui qu'on a retenu pour les mêmes quantités et les mêmes références s'est avéré être à 500 €. Donc il ne faut vraiment pas se précipiter, faire des relances, chercher et surtout peut-être aller vers des endroits où vous n'avez pas tellement l'habitude. En ce qui nous concerne, on a fini par acheter notre métal chez un revendeur spécialisé dans les matériaux agricoles. Et en fait, il s'avère qu'ils ont énormément de références de métal en stock. Et c'est auprès de cette enseigne-là, c'est le comptoir des loges appartenait, pour ne pas la citer, que je remercie d'ailleurs, qu'on a eu vraiment les meilleurs tarifs et surtout qu'on a eu un super service dans le sens où ils nous ont fait toutes les découpes sur place parce qu'on a acheté des barres de 6 mètres, mais on n'avait pas de véhicule pour porter ces barres de 6 mètres. Donc ils avaient des bancs de coupe, ils nous ont tout découpé. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose à prendre en compte quand vous choisissez votre enseigne. Savoir si sur place, ils vous découperont le métal. Alors, il ne faut pas vous attendre à ce qu'ils vous découpent tous vos bouts en 1 mètre. Ils vous découpent pour que ça rentre dans le véhicule. Et éventuellement, négocier ça gratuitement si ce n'est pas déjà le cas. Qui dit achat dit transport. Il faudra aussi prévoir de quoi transporter. Nous, on a pris un gros camion, mais vous pouvez aussi prendre des remorques. Prévoyez de quoi attacher aussi.
et éventuellement protéger si vous ne voulez pas trop que ça touche la pluie. Mais voilà, ça se fait, il faut juste accepter d'aller aussi des fois un petit peu plus loin que votre zone d'achat habituelle. En ce qui nous concerne, on a fait 1 heure de route, mais on a gagné 1 000 € sur le total de notre commande et j'estime que ça valait le coup de faire 1 heure de route. Une fois que vous avez sélectionné votre magasin, vos matériaux, il va falloir, en fonction de votre projet de réalisation, prévoir les découpes. C'est-à-dire qu'une fois sur place, si comme moi vous avez des barres de 6 mètres et que vous ne pouvez pas les transporter en un seul morceau, il faudra prévoir à l'avance quel morceau couper à quelle longueur, de façon à ce que ça ne vous oblige pas ensuite à remettre ensemble certains éléments qui finalement auraient pu être découpés d'une façon différente et plus intelligente. Moi j'aurais bien aimé garder mes barres de 6 mètres parce que ce grand morceau là il fait 5,50 m et si j'avais pu juste couper 50 cm au bout, j'aurais vraiment gagné du temps. C'était pas possible. Et bien donc ce que j'ai fait, c'est que déjà mes barres de 6 mètres, et bien j'ai fait la découpe qui correspondait à peu près à cette longueur là. Et puis après j'ai coupé à peu près à hauteur d'un poteau pour avoir des éléments qui rentrent dans la remorque, mais éviter les découpes inutiles. D'ailleurs, si sur place on ne vous propose pas la découpe, prévoyez des meuleuses, des disques de découpe et tout ce qui va bien. Par contre, les cornières par exemple en 3 mm qui font 60 par 60, avant de les découper, il faut du temps. Donc prévoyez tout ce qu'il faut en conséquence. Enfin, une fois que vous avez tout acheté, sur place, il vous aura fallu prévoir un lieu de stockage, que ce soit sur le bois ou sur le métal. Vous n'êtes pas forcément en possibilité de passer à la réalisation tout de suite. En ce qui me concerne, j'ai acheté le métal peut-être 1 mois et demi avant de commencer la réalisation. Donc ce que j'avais, c'est que j'avais des racks extérieurs pour mettre mon bois. Et bien j'ai mis mes barres d'acier comme ça, elles étaient à l'abri de la pluie. Par contre, elles n'étaient pas forcément à l'abri de l'humidité, il y avait la rosée, etc. Donc il y a des petits points de rouille qui avec le temps sont apparus, mais c'est toujours mieux que de les laisser dehors sur des palettes sans abri. Donc ça c'est vraiment aussi à anticiper avant même d'aller chercher votre commande. Quatrième partie, l'outillage, la quincaillerie, les finitions. Il va de soi que quand vous vous lancez dans un projet comme ça, il faut que vous ayez de l'outillage adapté. Par contre, si comme moi vous ne faites pas des projets en métal toutes les semaines ou tous les mois, il n'est peut-être pas nécessaire non plus d'investir, parce que ce soit la scie à métal, que ce soit la meuleuse, le poste à souder, mis bout à bout, ça coûte extrêmement cher, probablement même plus cher que le coût de vos matériaux. Donc si vous n'êtes pas équipé, eh bien, voyez peut-être avec vos proches qui eux le sont, pour avoir un coup de main, pour avoir des conseils et qu'ils vous prêtent leur équipement. Et puis aussi, envisagez peut-être de faire de la location de matériel. Si vous avez par exemple besoin d'une scie à métaux et que vous savez que vous allez faire toutes vos découpes dans la journée, ça vous coûtera forcément moins cher que de devoir investir dans une machine d'œuvre. Les consommables aussi sont super importants dans l'outillage. En ce qui me concerne, j'avais pas mal de trous à percer, notamment pour percer les trous qui allaient recevoir le tire-fond, c'était du diamètre 11. Il va de soi que je n'allais pas percer directement en 11. En général, on recommande de percer au tiers du diamètre inférieur. Donc voilà, moi j'ai percé un petit diamètre et après j'ai percé mon diamètre 11 avec un peu d'huile de coupe. Et le métal, ça prend énormément de temps à percer, ça abîme vite les forêts, surtout s'ils ne sont pas adaptés. Donc en ce qui me concerne, j'ai fait le choix d'acheter des forêts HSSG, parce qu'au début j'utilisais les forêts que j'avais dans l'atelier à côté de la perceuse à colonne, et je me suis vite rendu compte que ça allait pas, et même qu'il y en avait qui s'étaient pliés. Donc il faut y aller doucement, et il faut avoir des forêts de qualité. Là encore, si vous avez 2 trous à percer, c'est peut-être pas la peine d'investir. Mais si comme moi, vous en avez plus d'une trentaine, eh bien, ça vaut vraiment le coup d'avoir un forêt qui perce et qui fait des beaux copeaux en métal. Je vous mets là encore les liens dans le descriptif de ce que moi j'ai choisi sur internet à des prix raisonnables. Autre point important, n'hésitez pas à vous équiper avec des équipements de protection individuels adaptés, que ce soit pour le meulage, que ce soit pour la soudure. Il faut vraiment être équipé et être bien équipé. Donc les gants, la protection pour les vêtements pour ne pas prendre feu, ce serait pas mal. Donc là encore, je vous mets, j'ai acheté une blouse de soudure avec les manches. Donc ça c'est pas mal, elle m'a coûté, je sais pas, 30 € peut-être. Ce qui en général est le prix d'un simple tablier où le cou n'est même pas protégé et où les manches ne sont pas protégées. Donc je vous mets le lien sous la vidéo. Il faut forcément une cagoule de soudure, automatique si possible. N'allez pas prendre des petites cagoules, enfin les petits masques qui sont juste de la taille d'une feuille A4 avec une poignée en bas, qui sont vendus avec les postes premier prix. C'est vraiment pas intéressant. Pareil, moi au début j'avais un poste à soudure premier prix, il m'a fait perdre énormément de temps, je faisais des soudures dégueulasses et je pensais juste que c'était parce que j'étais débutante, mais c'était pas du tout le cas. C'était le poste qui fonctionnait mal, et quand j'ai acheté mon poste GIS en grande surface de bricolage, ça allait vachement mieux. Donc là encore, je vous mets le lien, vous verrez, pour 170 €, on peut avoir un poste à souder avec des baguettes, des électrodes qui fonctionnent bien
et franchement qui nous fait gagner du temps et qui du coup nous évite d'avoir des projections, etc. Autre achat à prévoir, la quincaillerie. Donc je vous l'ai dit, moi j'ai fait la fixation avec des tire-fonds. Il faut aussi des fois prévoir des vis, des équerres. Donc tout ça, ça prévoir dans le budget et à avoir au moment de l'installation, parce que c'est pas quand on va tout installer qu'on va se dire ah il nous manque 3 vis. Donc tout ça, c'est à prévoir. Pareil, si vous savez que vous aurez besoin d'installer des vis directement dans le métal et qu'il vous faudra tarauder, eh bien prévoyez le kit qui va bien, de façon à ne pas être ennuyé au moment de l'installation. Enfin, pour le choix de la finition, plein de possibilités s'offrent à vous, surtout si vous prenez du bois, du métal, alors il y a des huiles, des peintures, il y a pas mal de choses. En ce qui me concerne, j'avais décidé de prendre un aérosol de couleur noire mat pour le métal qui ne nécessitait pas de primaire. Mais si vous prenez notamment de la peinture en pot, il y aura peut-être besoin de prendre une sous-couche, un après spécial pour le métal. Donc tout ça c'est à anticiper, de même que les pinceaux, les rouleaux, etc. Pour le bois, j'ai laissé brut, mais il faut aussi prévoir les abrasifs pour le ponçage, éventuellement du vernis. Et pour le métal aussi, on peut avoir aussi juste un vernis, juste du Rustol ou une peinture d'une autre couleur que le noir, peu importe. Mais tout ça, ça fait partie du budget et des choses à acheter. Parce que en ce qui me concerne, par exemple, moi j'ai fait donc, toutes les peintures avant l'installation. Donc forcément, si je ne les avais pas avec moi, ça aurait été un petit peu compliqué de mettre ce projet à terme. Partie numéro 5, qui vous intéresse tous, j'imagine, et moi aussi parce que je me demandais combien ça m'avait coûté. On va parler du budget. Le budget pour mon garde-corps, c'est celui que je connais le mieux parce que c'est celui que j'ai payé. Donc je vais vous expliquer tout ce que j'ai acheté, à quel prix, et d'ores et déjà, vous pouvez estimer le budget global et on verra si c'est conforme à ce que ça m'a vraiment coûté. Alors, premier achat. Pour ce garde-corps, il m'a fallu des poteaux. Je les ai pris en 50 par 50. Vous voyez, c'est ceux-là, en barre de 6 mètres. Il m'a fallu 2 barres de 6 mètres, ça m'a coûté 57 €. Il m'a fallu des fers plats. C'est ceux-là qui font 30 par 8. J'en ai 4 par hauteur. Donc là, j'ai acheté 6 barres de 6 mètres et ça m'a coûté 75 €. Ensuite, j'ai acheté des cornières ici en 60 par 60. Donc elles font l'angle, c'est des cornières égales. Là encore, j'ai pris 2 barres et ça m'a coûté 69 €. Enfin, j'ai 2 profils en U. Ça fait vraiment un U comme ça. Donc là encore, 2 profils, ça fait 12 mètres de long. Ils font 50 par 25 par 3 et ça m'a coûté 32 €. Donc pour ceux qui sont forts en calcul mental, eh bien, ils savent déjà que l'ensemble du budget acier pour mon garde-corps, c'est 230 €, en sachant qu'il fait à peu près 10 mètres de long. Donc j'ai quelques chutes qui me restent encore, parce que par exemple, pour le profil en U, j'ai utilisé une dizaine de mètres sur les 12 que j'ai achetés. Second poste de dépense, la peinture. L'aérosol, ça coûte un petit peu cher, ça m'a coûté à peu près 75 €. Si j'avais acheté juste un pot de peinture noire avec de l'après, ça m'aurait coûté forcément moins cher. Mais c'est aussi un choix lié à la facilité d'application et au temps de séchage ultra rapide. Poste de dépense suivant, j'avais tout noté, donc comme ça c'est exhaustif. La quincaillerie, alors c'est tout ce qui est vis, équerre, huile de coupe, etc. Je compte à peu près 20 €. Les électrodes enrobées, alors j'avais du 2,5 et du 3,2, ça m'a coûté 15 €. Disque à lamelles. En grande surface de bricolage, on est aux alentours de 4-5 € le disque à lamelles. Autant vous dire que moi, j'ai acheté des lots par 10 sur Amazon. Ça m'a coûté beaucoup moins cher. Donc on peut compter à peu près une trentaine d'euros. Je vais vous remettre les liens que je vous avais mis dans la précédente vidéo, sous la vidéo, là, dans le descriptif. Comme ça, vous pourrez voir de quoi je parle. Mais c'est vraiment plus intéressant, tout ce qui est consommable, d'acheter en grande quantité. Ça, c'est évident. Ensuite, l'OSB, ça m'a coûté une trentaine d'euros. Et puis la colle, alors j'ai utilisé même pas une demi-cartouche de colle. Pour le coup, je ne l'ai pas payé, c'est Griffon qui me l'a offerte et je le remercie d'ailleurs. Mais il faut compter quoi, 5 € de colle. C'est la colle qui m'a permis de coller le bois avec le métal. Il y en a plein qui m'ont dit qu'elle n'était pas disponible pour les particuliers. Normalement, si vous allez dans des enseignes comme Point P ou VM Matériaux, des choses comme ça, c'est disponible. Et enfin, bon, la bière, pour ceux qui m'ont aidé à monter le garde-corps, je ne vais pas le compter. Donc si on additionne tous ces postes de dépenses, on arrive à un budget d'environ 400 € pour quasiment 10 mètres de garde-corps. Il faut savoir que si vous allez en grande surface de bricolage, pour peut-être 1,50 m, 2 mètres maximum de garde-corps, il faut à peu près compter 200 € de ce que j'avais à peu près regardé. Donc moi je suis à même pas 40 € le mètre linéaire.
Donc c'est quand même un bon résultat, je trouve. Surtout voilà, que le résultat me plaît. Il est surtout aussi en cohérence avec l'escalier que j'avais déjà. Alors que dans le commerce, on ne peut pas toujours trouver des sections identiques, mais par exemple les plats sont identiques au plat de l'escalier qui était déjà installé, qui vient de chez Roncaré. Donc je trouve que le bilan est plutôt satisfaisant. Par contre, au-delà de l'aspect financier, il y a l'aspect temps à consacrer aussi qui n'est pas à négliger. Et pour ma part, j'ai pris une semaine de congé uniquement pour ce projet-là. Et donc c'est une semaine que je ne consacrerai pas à autre chose. Donc le temps aussi, ça a un coût, je veux dire. Dernier point sur lequel je voulais vous faire un retour d'expérience, ce sont les erreurs que j'ai commises sur ce projet. Vous le savez, quand je fais des erreurs, je vous en fais part parce que ça vous sert aussi et ça vous évite peut-être de les refaire de votre côté. Bon, les erreurs que j'ai faites au moment de la construction, vous en avez entendu parler pendant la première vidéo, c'était le fait de pas forcément bien brider mes pièces, donc elles ont bougé avec la chaleur de la soudure, et au final j'ai pris toutes les sangles à cliquer que j'avais en stock pour tout contraindre et tout souder dans la bonne position. Mais l'erreur principale que j'ai faite, c'est que quand j'ai pris mes cotes, eh bien j'ai pris les cotes au sol, et sur cette longueur-là, la cote extérieure de mon angle, parce que je voulais faire un angle à 45 où les deux cornières se rejoignaient, et bien en fait je l'ai utilisé pour l'intérieur de mon angle. Pour vous schématiser, ici c'est la vue du dessus de ma mezzanine avec l'angle du sol ici. Donc j'ai une cornière qui est là, une cornière qui est là, et ça devait venir ici à 45 degrés. Et bien en fait, la distance extérieure, j'ai utilisé en bas, ce qui fait que mon angle il est ressorti de mon sol. Et donc là on a en porte-à-faux, sur 5 cm, la cornière qui est à l'extérieur de ma mezzanine. Ça n'aurait pas du tout à être le cas, la cornière aurait dû en intégralité être sur le sol. Du coup, ça m'a forcé à m'adapter, je ne pouvais pas redéfaire, dessouder, redescendre, redemander à tout le monde de se redéplacer un autre jour, ce n'était pas du tout envisageable. Donc tant pis, j'ai ma cornière qui sort, mon poteau qui est à l'extérieur, et puis là, du coup, les plats qui devaient se retrouver contre ma cornière, il a fallu que je les coupe sur place et que je les assemble d'une façon différente. Donc, si je peux vous le conseiller, parce que moi j'en ai fait des dizaines de croquis sur le papier pour ce projet-là, dès que j'étais quelque part et que j'y repensais, je refaisais un croquis, je retombais toujours sur la même chose, mais au final, si j'avais fait une modélisation en 3D, j'aurais pu vraiment avoir les cotations exactes et ne pas me tromper sur une erreur aussi bête que celle-ci, qui m'a obligé du coup à faire des découpes ici à la meuleuse, etc. Donc vraiment, faut mesurer peut-être 10 fois, mais il faut couper qu'une fois et surtout à la bonne longueur. Bon, j'aurais pu couper trop court, vous me direz, là j'ai coupé trop long, mais c'est quand même très vexant quand on voit le temps qu'on y passe, de ne pas pouvoir arriver à faire un truc comme on l'avait pensé, quoi. Donc voilà, si possible, modélisation 3D, et puis si possible aussi, faites-vous aider pour tout transporter, pour ne pas vous casser le dos. Ayez les EPI qui sont adaptés. Et puis voilà, continuez à regarder Copo & Co. Comme ça, moi je vous partage mes retours d'expérience et ça vous sert, en tout cas je l'espère. J'espère que vous aurez autant apprécié cette vidéo que la précédente. Donc, je compte sur vous pour les petits pouces bleus parce que c'est vraiment important. Ça peut paraître négligeable, mais ça permet à YouTube de se dire « Ah, elle est peut-être intéressante cette vidéo, je vais la proposer à d'autres personnes. » Et c'est grâce à vous que la chaîne elle grandit et que bientôt les 10 000 abonnés vont être atteints, peut-être pour Noël. Donc si ce n'est pas le cas, abonnez-vous et vous allez contribuer à ce petit challenge pour la fin d'année. Je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. Si ce n'est pas déjà fait, regardez dans le descriptif. Je vous ai mis les liens de ce que j'ai utilisé pour ce projet. Je vous ai mis aussi les liens vers les pages Instagram et Facebook de la chaîne. Et aussi des liens à enregistrer dans vos favoris, notamment les liens Amazon et ManoMano. À chaque fois que vous les utilisez, ces liens, que ce soit pour vos achats de Noël ou pour autres, Amazon me verse une petite commission. Et ça me permet, moi, de réinvestir tout dans des projets pour l'atelier, dans du matériel pour vous filmer, de la lumière pour mieux éclairer. Donc c'est très important et en plus ça ne change pas le prix de vos paniers et ça je tiens vraiment à vous le rappeler. Donc merci à tous ceux qui les utilisent, c'est vraiment une preuve de votre soutien et je l'apprécie. Je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. Surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux et à très bientôt pour les futurs projets, meubles d'atelier, meubles pour les consoles vidéo. Il y a plein de choses à voir dans les semaines et les mois à venir.